Le 2 juillet 1966, à 5h35 du matin, sur l'atoll de Mururoa dans le Pacifique, explose une bombe atomique. C'est le premier essai nucléaire français en Polynésie, le premier d'une longue série. Quelques mois plus tôt, le général de Gaulle a quitté le commandement intégré de l'OTAN. Et pour le chef de l'État, la grandeur de la France passe par la maîtrise de l'arme nucléaire, garante de l'indépendance militaire du pays. Je tiens à dire à la Polynésie française combien la France apprécie le service qu'elle lui rend en étant le siège de cette organisation qui doit assurer la paix à coup sûr à notre ensemble français. 2 ans plus tard, en septembre 1968, un jeune officier fraîchement diplômé de Saint-Cyr s'envole pour Papeete, où il vient d'être affecté. C'est grâce à ces photos que nous allons revivre cette page atomique de l'histoire de France. François Dulin a 27 ans. Il est célibataire. Il va passer 2 ans en Polynésie, à 17 000 km de la métropole, et assister aux essais nucléaires. Je prends cette photo juste avant mon départ. Mon père, le colonel Louis Dulin, et maman. Je crois qu'ils sont fiers de moi. Chez nous, De Gaulle est un héros et la carrière militaire un héritage familial. Au-dessus de mon armoire, mon casque de Saint-Cyrien regarde celui de mon grand-père en 14-18. Et au mur, les médailles militaires qui me fascinent depuis mon enfance. Je pars enthousiaste à l'idée de découvrir des îles paradisiaques, mais surtout fier de participer à l'aventure de la bombe atomique française. Depuis l'installation du Centre d'expérimentation du Pacifique, un organisme mêlant les ingénieurs du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, à l'armée, le visage de la Polynésie française a considérablement changé. Dans ce territoire grand comme l'Europe, des milliers de soldats sont répartis de Papeete, la capitale, jusqu'aux îles les plus éloignées. La Marine nationale fournit le plus gros contingent, mais l'armée de terre et l'armée de l'air participent également aux opérations. En tout, ce sont jusqu'à 13 000 personnes, civiles et militaires, qui travaillent à l'expérimentation de la bombe. Depuis l'avion, j'ai d'abord vu les eaux turquoises, la carte postale promise. Et à l'arrivée, j'ai eu droit au collier de fleurs. Le parfum, l'air chaud et humide, ça y est, je suis en Polynésie. Ce sont mes 2 premières photos de Tahiti. Mais après, le camp d'Arvé, c'est moins dépaysant. C'est ici que je rencontre ceux avec qui j'ai choisi de travailler, la Légion étrangère, et plus précisément, le génie de la Légion, une véritable armée de bâtisseurs. C'est le 5e RMP, le régiment mixte du Pacifique, à l'œuvre partout et depuis le début. Les routes, les aéroports, les ponts, tout ça, c'est pour beaucoup leur travail. J'ai été nommé adjoint au lieutenant de la compagnie d'équipement. J'ai 150 gars sous mes ordres. Des Français, quelques Vietnamiens et beaucoup d'Allemands. Des gars balèzes, durs au mal, qui ne parlent pas beaucoup et ont souvent un passé à cacher. Des légionnaires, quoi. Mais pour l'instant, je fais surtout dans la paperasse et l'administratif. Notre seule activité militaire du moment, c'est la parade du 11 novembre. Et ça commence mal. Je viens d'apprendre que le gouvernement a décidé d'annuler les tirs prévus en 1969 pour des raisons budgétaires. Du coup, je demande tout de suite un prolongement d'1 an. Je n'ai pas envie d'avoir fait tout ce voyage pour rien. Moi, la bombe, je veux la voir péter. Les anciens m'ont dit que j'étais déjà fiou. Pas fou, fiou. C'est un mot polynésien qui désigne une lourdeur, une lassitude. Quelque chose qui vient avec la chaleur et l'ennui. J'ai répondu en comparant ça au spleen, sans grand succès. Le capitaine Schmitt a repris une bière sans rien dire. Visiblement, Baudelaire, c'est un peu loin de ses lectures habituelles. Je n'ai pas eu beaucoup plus de succès quand j'ai essayé de poser un disque de jazz sur le Tépaz. Duke, Miles, Sydney, pas trop son truc non plus.
Moi, la poésie et la musique, j'ai découvert ça grâce à mon oncle Charles. Charles Dulin, l'ex-vedette du théâtre, mon parrain. Un père militaire et un parrain comédien, c'est peut-être pour ça que mes collègues me trouvent un peu bizarre. J'avais 8 ans quand mon oncle est mort. Mais je me souviens qu'il m'avait offert mon tout premier appareil photo. À 900 km de Tahiti et 400 km de Mururoa, l'île d'Ao a été choisie pour être la base avancée des essais. Sur cette fine bande de cocotiers de 17 km, d'immenses travaux d'aménagement ont été entrepris. 2 ports et une piste d'aviation ont vu le jour, et 3000 personnes peuvent maintenant y loger. Le lieutenant Picard m'a presque arraché l'appareil des mains. Trop content de faire cette photo. Ça y est, tu souris enfin, il faut immortaliser ça. On est le 5 avril, on vient de s'installer à Ao, et c'est vrai que je suis content d'être là. Ce n'est pas encore Mururoa, mais ça se rapproche, et j'ai l'impression que ma mission commence enfin. Je découvre notre fierté, la piste de la base interarmée. Elle fait plus de 3400 mètres de long, pour permettre l'atterrissage des gros porteurs. Je prends plein de photos. Il y a les gros DC-8, les Breguet 2 ponts, les Neptunes, les Catalina de l'aéronaval, et puis aussi les vautours de l'escadron Loire, avec leurs missiles qui doivent être envoyés dans le nuage atomique pour prélever des échantillons. J'ai l'impression que toute la puissance militaire française est devant moi, sur ce minuscule îlot au milieu du Pacifique. Je pense à Mermoz, à Saint-Exupéry. Et puis je tourne le dos, je vois mes gars en train de repeindre les citernes de carburant, et je me dis que leur travail est ingrat, et qu'eux aussi ont droit à leur moment de gloire. Mauvaise idée. Après la deuxième image, Hans, un Allemand, vient gentiment me demander d'arrêter. Fidèles à leur légende, les légionnaires préfèrent l'anonymat. Des applaudissements me font me retourner. Sur le tarmac, quelques appelés rentrent en métropole. À l'arrivée, c'était des fleurs. Aujourd'hui, c'est avec des colliers de coquillages qu'ils repartent. Pour moi, ça commence à peine. J'ai été muté à la CT1, la première compagnie de travaux. Nous sommes logés dans ces baraques en dur. Par 50 degrés au soleil, les gars travaillent à repasser de l'enrobé sur les routes, à surveiller la centrale électrique ou à construire de nouveaux bâtiments. À quelques mètres de nous, faisant à peu près le même boulot, il y a souvent le génie de l'air, des soldats qui s'occupent de la piste d'atterrissage et des parkings. La plupart sont des appelés, et eux, les photos, ils ne sont pas contre. Ça leur fera même des souvenirs du service. Leur sergent, c'est lui, Roger. Il m'a carrément demandé de le prendre en photo dans son hamac, en me disant « Voilà, ça, et la double solde pour le Pacifique, tu comprends pourquoi je suis là. » Roger rentre bientôt. Il profite de ses derniers moments en Polynésie, après de longs mois passés dans l'archipel des Gambiers, à construire une piste d'atterrissage. Le 27 avril 1969, les Français votent majoritairement pour le non au référendum sur la régionalisation proposé par De Gaulle. Battu, le général démissionne. Le départ du général me met un coup au moral. C'est un peu pour lui que je suis ici. Mais je vais quand même célébrer Cameron. Chaque année, le 30 avril, la Légion commémore cette bataille de 1863 au Mexique, où 63 légionnaires ont résisté toute la journée héroïquement à 2000 soldats. J'ai écrit le discours et préparé le bouquin de chansons. Il y en a en français et en allemand. D'abord, on mange, bien, et ensuite, c'est la tradition, on boit. Beaucoup de whisky. Il suffit pas de boire un coup. Ça, tout le monde sait le faire. Faut être aussi premier partout. Le lendemain, branle-bas de combat, toute la compagnie est mobilisée. Hier, la fête a mal tourné. Un de mes gars, un Allemand, a voulu en poignarder un autre qui lui demandait si ses tatouages étaient des signes nazis. Sa punition, 1 mois tout seul,
sur la station météo de Mangareva. Je me sers d'une pellicule noir et blanc de secours pour photographier ce moment de grande tension. Et puis je recharge un film diapo et j'embarque avec lui pour l'accompagner. En me voyant partir, Roger m'a dit que j'avais de la chance. Mangareva, c'est juste en face de Totejeji, là où il a passé 1 an, et pour lui, ce sont ses plus beaux souvenirs de Polynésie. À peine déposé mon allemand, je vais à la rencontre des villageois. Je photographie des visages souriants. Ça me fait du bien de rencontrer enfin vraiment les habitants de la Polynésie. Ils m'offrent à boire et à manger. Dommage que l'image ne capture pas les odeurs de poissons marinés. Je repars en pensant aux derniers mots de Roger. Le seul problème au Gambier, c'est qu'il paraît qu'on était juste sur la trajectoire du nuage radioactif. J'ai pas su s'il rigolait ou s'il était sérieux. En juin 1969, le Redoutable, le premier sous-marin nucléaire français, effectue sa première plongée. Au même moment, les centrales nucléaires commencent à se développer en France. Après Chinon, c'est celle de Saint-Laurent-des-Eaux qui entre en activité. Plus que jamais, tant dans le domaine militaire que dans le domaine énergétique, le pays choisit le nucléaire comme garantie d'indépendance nationale. Quelques semaines plus tard, Neil Armstrong est le premier homme à marcher sur la Lune. Je suis revenu pour quelques jours à Papeete. On a regardé l'événement à la télé. Ça fait un drôle d'effet. Pendant que les Américains marchent sur la Lune, nous, on piétine sur le sable. C'est l'été, la saison des tirs normalement. On devrait être en train de tester des bombes, mais on assiste à des courses de pirogues. Ce sont les fêtes du Turaï, elles durent 1 mois. Partout, il y a des militaires français qui font du tourisme. J'assiste à des courses, à des concours d'ouverture de noix de coco. Sans trop d'entrain, je photographie le concours de javelot. Les lanceurs doivent atteindre une noix de coco accrochée sur un mât à 9 mètres de haut. Je reconnais qu'ils sont doués, mais je suis pas ici pour ça. J'ai pris 15 jours de permission et je suis parti prendre l'air en Thaïlande, tout seul. Je prends une photo quand l'hôtesse annonce que nous passons juste au-dessus de Saigon. Sous mes pieds, des jeunes soldats américains meurent sans trop savoir pourquoi. Et moi, pendant ce temps, je pars tuer mon ennui en attendant la bombe. Je découvre Bangkok. Je tourne à 2 pellicules par jour. J'ai besoin d'autres images, d'autres visages. Le matin, je me promène sur le fleuve parmi les vendeurs ambulants. Le soir, j'assiste à des matchs de boxe au milieu d'une foule surexcitée. Je visite même des temples. Ici, à Avatarun, j'ai demandé à un jeune moine de me prendre en photo. Il y avait des fleurs, de l'encens, du calme. Au milieu des statues de Bouddha, j'ai oublié Mururoa, le nucléaire et l'armée. Et puis, je suis allé traîner dans le quartier de Patpong. C'est là que les Américains de retour du Vietnam viennent trouver ce qu'ils appellent du repos et de la distraction. En clair, de la prostitution. Partout des gamines souriantes aux bras de grandes GIs. Pas mon style, je rentre seul à l'hôtel. De retour à Papeete, j'ai voulu aller voir ces endroits dont parlaient tous les soldats du coin. Les repères de drôles de vainés, le Queens, le Pitaté. Au Queens, je me suis saoulé. Et comme à chaque fois que je bois, je me souviens avoir lancé ma grande phrase. Le paradis, c'est des femmes et des fleuves de whisky. Et puis j'ai repris du whisky, les danseuses ont fini leur spectacle, les militaires sont repartis. J'ai fait la fermeture en déclamant du Hamlet à une belle inconnue, et ça l'a séduit. Au réveil, j'ai mal au crâne, mais l'image est belle. En voyant mon appareil photo, elle a voulu me laisser un souvenir. Son mari travaille pour le CEA, mais il est souvent en mission dans les îles éloignées. Elle s'ennuie,
s'enflamme pour le dernier Gainsbourg. 69, Annie érotique. 60. Je rentre au camp avec des odeurs de monoeil, prêt pour un nouveau départ. Jusqu'aux essais nucléaires, l'atoll de Mururoa était inhabité et recouvert d'une cocotteraie. Mais ici aussi, de grands travaux ont été menés. Souvent, les lieux sont affublés de noms féminins. Il y a la zone portuaire Cati, le poste de commandement de tir Anémone et la zone de vie Martine. Dindon et Denise, deux énormes blocos, sont les postes d'enregistrement avancés situés en face des lieux d'explosion. Ils pèsent chacun 60 000 tonnes et sont constitués de murs en béton épais de 5 à 10 mètres. Environ 4 000 personnes travaillent sur le site. La plupart dorment sur des bateaux, dans le port. Février 1970. Je survole Mururoa, où j'ai été nommé à la 2e compagnie de travaux. Les locaux disent Moruroa, et la légende veut qu'un trésor y soit enterré. Son nom signifie « île du grand secret ». Symboliquement, on ne peut pas mieux trouver. Mais les conditions de vie ici sont spartiates. On se lave avec le réservoir d'eau de pluie, et il est interdit de manger les poissons du lagon à cause de la proximité des explosions. Ce matin, j'ai fait une drôle de rencontre sur la Maurienne, un des bâtiments bases. J'achetais des pellicules photos au foyer. Quand j'ai dit mon nom, un jeune marin m'a interpellé. « Dulin comme Charles ?» « Oui, c'est mon oncle. » Eh bien, le gamin vient de Montmartre, habite place Charles Dulin, juste devant le théâtre de l'Atelier, que mon oncle a dirigé pendant longtemps. Il s'appelle Stéphane Jadowski, mais tout le monde l'appelle le Tchèque. Il ne m'a pas lâché pendant une demi-heure. Il veut devenir comédien, comme son pote Malengros, le barbu. Ils m'ont joué à bout de souffle à leur façon, m'ont parlé de Belmondo, des textes de mon oncle sur le théâtre. C'était surréaliste, mais ça m'a bien fait marrer. Stéphane est vraiment devenu une vedette sur son bateau. Il m'invite à un barbecue avec ses copains. Au menu, mouton néo-zélandais, beaucoup de manouilla et de inano, les bières locales, et pétanque avec les civils du CEA. C'est une des rares fois où les différentes armées se mélangent. Sinon, c'est plutôt chacun chez soi, surtout avec la réputation des légionnaires. D'ailleurs, dans la soirée, Radio Cocotier, traduisez la rumeur locale, a encore fonctionné. On m'a parlé d'un légionnaire qui mangeait du poisson malgré les interdictions, d'un autre qui s'était brûlé après avoir voulu défier un Polynésien à la marche sur Braise. Impossible à vérifier, mais ça fait partie de la légende de Muru. Au mois de mai, les conditions sont réunies pour le premier tir de la campagne 1970. La météorologie, facteur très important dans la décision de tir, est établie à l'aide de renseignements provenant des stations à terre du réseau mis en place spécialement dans les atolls. À J-3, le ballon qui supportera l'engin est gonflé. Bientôt, tout le monde évacuera l'atoll. Ce sera le signe que l'explosion est proche. Elle aura lieu à 700 mètres du rivage. « 15 mai 1970. J'embarque sur la Maurienne avec Stéphane et ses copains. Je m'arrête quelques instants pour photographier un immense déménagement. En quittant l'atoll, les bateaux embarquent les voitures, les camions et tous les documents administratifs. Nous nous éloignons jusqu'à environ 50 km du point zéro, l'endroit où la bombe va exploser. J'attends ce moment depuis 1 an et demi, je suis un peu tendu. Mes copains apprentis comédiens, beaucoup moins. Ils profitent de la houle pour encore une fois se donner en spectacle. Moi, je suis sérieux. À cet instant fini le théâtre, je redeviens un militaire au service de mon pays. Et puis arrivé sur site, c'est l'attente. Les consignes, ne pas regarder la boule de feu initiale et ne se retourner qu'au bout de 6 secondes avec les lunettes de soleil. Au moment de l'explosion, seules 8 personnes assistent au tir dans le poste de commandement à terre. Mais des dizaines d'appareils de mesure sont enclenchés. L'ordre de feu est donné en mer par l'amiral dirigeant les opérations. 6, 5,
4, 3, 2, 1, feu! Il y a eu un grand silence, un décompte, et comme prévu, on s'est tous retournés. Au début, personne ne parlait trop fort. Normalement, on ne devait pas prendre de photos. Derrière une vitre en cachette, j'ai appuyé une première fois. Un jeune matelot est arrivé derrière moi, a fait pareil. Et puis un autre. Et quand je suis revenu sur le pont, Stéphane faisait le malin devant le champignon. Et il m'a demandé une photo souvenir. Derrière lui, le nuage est resté visible longtemps. Mais il paraît qu'à cette distance, il n'y a pas plus de radioactivité autour de nous que dans ma montre à quartz. Moi, je savoure ce moment. Il n'y a que 5 pays dans le monde qui maîtrisent la bombe atomique, et mon pays est l'un d'eux. Le symbole de sa puissance est sous mes yeux, et j'ose à peine le dire, mais c'est beau. Peu après l'explosion, les avions vautours tirent des missiles dans les nuages pour prélever des échantillons. Ces missiles sont ensuite récupérés et rapportés à AO pour être analysés, tandis que les avions sont lavés en bout de piste. Au bout de quelques heures, les personnels du SMSR, le service mixte de sécurité radiologique, sont les premiers à revenir à Mururoa pour mesurer la radioactivité. En fin de journée, tout le monde est de retour sur l'atoll. Pour l'explosion suivante, j'ai mis une tenue chaude et j'ai pu survoler la zone irradiée. Il y a des centaines de poissons morts et tout sent encore le brûler. Mais selon nos compteurs, effectivement, quelques heures après la bombe, la radioactivité baisse. Au total, 8 essais ont lieu en 1970, dont un en présence de Michel Debré, le ministre de la Défense de l'époque. La campagne est un succès. Après chaque explosion, on nettoie et on repasse une couche. La route est autorisée, mais interdiction d'aller au-delà des barbelés. Sinon, on est zébulonné, comme dit toujours Stéphane en rigolant. Moi, je commence à gamberger. Où s'arrête la radioactivité ? Disparaît-elle vraiment aussi vite ? Je pense au lagon dans lequel on se baigne, à l'eau de pluie avec laquelle on se lave. Je me demande comment les Polynésiens pourraient bien arrêter de manger du poisson, mais je fais confiance à mes supérieurs. Ils affirment que toutes les précautions sont prises. Quand je décolle pour rentrer en métropole, je remarque quand même qu'il n'y a plus beaucoup de cocotiers sur l'atoll. Je suis content, j'ai vu la bombe, j'étais venu pour ça. Mais je crois qu'il est temps que je rentre. À ma sortie de l'avion, la nouvelle tombe. La mort du général de Gaulle a fait l'effet d'une bombe à Paris où elle a été annoncée ce matin vers 9h30. La funeste nouvelle se propage actuellement comme une traînée de... Étrange coïncidence, j'ai le sentiment qu'une époque de ma vie se termine. Les tirs en Polynésie ont continué. 46 essais aériens au total, de 1966 à 1974, puis 146 essais souterrains, entre 1975 et 1996. En 1966, un rapport secret reconnaissait qu'une contamination avait touché l'archipel des Gambiers et recommandait de la dissimuler. Roger, l'ami de François, qui y avait longtemps séjourné, a par la suite été opéré de la thyroïde, et Stéphane, l'apprenti comédien, d'un cancer de la vessie. Dans les deux cas, aucun lien n'a été officiellement reconnu avec les essais nucléaires. Aujourd'hui, en métropole comme en Polynésie, des associations se battent pour que ces maladies soient reconnues comme liées aux radiations. À son retour de Polynésie, François Dulin a quitté la Légion et a entamé une carrière dans les services secrets au Proche-Orient. Il ne s'est pas marié et n'a pas eu d'enfant. Il est mort en 2015 d'un diabète mal soigné. Chez lui, ses neveux et nièces ont retrouvé des milliers de disques de jazz, des souvenirs de son oncle Charles et des chemises à fleurs de Tahiti.